En accueillant les personnalités étrangères et françaises rassemblées par l'organisme de lutte contre le cancer, M. Georges Pompidou a souligné la volonté du gouvernement français de traduire dans la réalité ce mouvement. Volonté qui s'est déjà manifestée par le versement d'1 million de francs. L'hôtel Matignon devait recevoir également d'autres visiteurs. La délégation de parlementaires soviétiques, conduite par celui qu'on donne comme le dauphin de M. Khrouchtchev, M. Nikolaï Podgorny. Cette délégation revenait d'un voyage d'études consacré aux grandes réalisations françaises. Depuis un mois, le téléphérique de la Croix de l'Ognan, près de Chamonix, est prolongé par un nouveau tronçon jusqu'à l'aiguille des Grands Montets qui culmine à 3223 mètres. À une époque qui compte parmi les moins favorisées par la neige, c'est 1300 mètres de dénivellation que cette nouvelle liaison ouvre aujourd'hui aux amateurs de ski. François Bonlieu, qui est un enfant du pays, a apprécié cet état de choses. Ces pentes n'ont pas de secret pour lui et il n'y a pas si longtemps, il s'y entraînait pour les Jeux Olympiques. C'est peut-être ici, autant qu'à Innsbruck, qu'il a gagné sa médaille d'or du slalom géant. Sous l'esplanade des Invalides, le président du conseil municipal de Paris et le préfet de la Seine ont inauguré le premier parking souterrain digne de ce nom qui ait été jusqu'ici ouvert aux automobilistes parisiens. « 722 places sont aujourd'hui disponibles, mais la capacité du parking pourra être portée à 2500 places. Évidemment, le problème du stationnement à Paris n'en sera pas réglé pour autant, mais il convient de saluer cette initiative qui a le mérite d'avoir abouti en attendant que d'autres projets similaires soient réalisés. Léon Fioca est-il l'homme qu'on attendait? Comptable, il a travaillé 10 ans à mettre au point une méthode de calcul capable de supprimer la multiplication et la division. Aujourd'hui, il est en mesure de battre toutes les calculatrices électroniques. Écoutons-le. La méthode ABC n'est qu'une concordance de chiffres et de lettres. Les chiffres sont écrits à la verticale de 1 à 9, les lettres à l'horizontale, ABCD, etc. Le A équivaut à unité, B dizaines, C centaines, D mille, ainsi de suite. Il me suffit d'une seule addition pour obtenir le résultat de tout calcul. Le champ d'application est très vaste, depuis le simple manœuvre au plus grand savant interplanétaire. Et surtout pour ceux qui n'aiment pas du tout les calculs. Pourriez-vous me calculer le volume et le poids d'une sphère de diamètre 993 mm et de densité 7,8? Vous avez dit 993 mm de diamètre. Oui. Volume 512 décimètres cubes 680. Je l'ai par lecture directe ici sur ma table, mais pour la densité, je fais une addition. Je dis 7B 8A, 3998 kg, 904 grammes. Pouvez-vous le convertir en livre anglaise? Très facilement. J'écris toujours 7, 8. Je fais mon addition. Et je vous dis 8816 livres, 0,075 281 arrondi. Vous avez un penchant très net pour les mathématiques. Oh, pas du tout, monsieur. Je n'aime pas les mathématiques, mais j'adore les chiffres. Avec le béton et l'acier, le verre est aujourd'hui parfaitement annexé par la construction. Il a pris rang de matériau à un point tel que devant les édifices récents, on a la sensation de vivre la civilisation du verre. Dernièrement, la Maison de la Radio à Paris nous a offert les glaces d'une seule pièce les plus hautes du monde. 11 mètres, la hauteur de 3 étages. On en arrive ainsi à de véritables murs transparents. L'aérogare d'Orly avait été une des plus spectaculaires manifestations architecturales du verre. Ces glaces, épaisses d'1,5 cm, isolent parfaitement du rugissement des réacteurs. Et pourtant, au XVIIe siècle, le monde s'extasia devant la galerie des glaces du château de Versailles comme devant une merveille inimitable. Jamais on n'avait encore auparavant réussi à créer des glaces d'une taille aussi importante. Aujourd'hui, l'industrie du verre fabrique des plaques de glace comme on fabrique des tôles d'acier. Par la vertu de la production en série, la glace de qualité est devenue objet usuel. C'est ce que traduit au Palais de la Défense, dans le domaine de la vie courante, le 33e Salon des Arts Ménagers, où 1800 exposants présentent tout ce qui peut faire le confort et la facilité de la vie 64.
À côté de l'aspirateur et des gadgets de cuisine les plus courants ou les plus inattendus, à côté du coupe-frites et de la poêle carrée si facile à ranger dans un placard, le miroir a sa place. Et il n'est pas exagéré de dire que la glace de Versailles, qui coûta des sommes fabuleuses, peut entrer aujourd'hui dans toutes les salles de bain pour le prix d'une permanente. Ainsi va le monde. Depuis les Jeux Olympiques, pour le Français Alain Calmat et l'Allemand Schnelldorfer, toutes les compétitions se ressemblent. Les championnats du monde à Dortmund ont été en effet pour chacun d'eux la copie conforme des Jeux d'Innsbruck. Vous les voyez ici à tour de rôle. Chez le Français, élégance, souplesse, imagination. Chez l'Allemand, puissance, abattage, mais pas de génie. Bref, Schnelldorfer n'est rien d'autre qu'un bon élève. Et dans tout cela, Alain Calmat a eu l'impression d'être payé avec de la fausse monnaie, et pourtant, il était bien le meilleur. Regardez-le. Les encouragements des deux super champions allemands Marika Kilius et Hans Baumler ne lui ont pas suffi pour convaincre les jurés vraiment trop sévères avec lui. Et le sourire de Calmat est un peu amer après la remise des récompenses. Pour les couples, il en a été tout à fait différemment. La double exhibition des deux couples à laquelle vous assistez maintenant est un spectacle magnifique. Les gagnants inattendus des Jeux Olympiques, les soviétiques Ludmila Belousova et Oleg Protopopov, n'ont pas renouvelé leur exploit. Marika Kilius et Hans-Jürgen Baumler, les Allemands, ont pris une magistrale revanche. Mais Marika et Hans ont été vraiment extraordinaires, c'est la perfection, une perfection qui vous coupe le souffle. Rien n'est plus joli à voir que ces figures, plus belles encore que des ballets chorégraphiques. Le chancelier ouest-allemand n'a pas voulu manquer un tel spectacle. On se demande encore comment Marika et Hans ont pu être battus à Innsbruck aux Jeux Olympiques. Ils sont tout de même redevenus les enfants chéris de la gloire à Dortmund, dans leur pays. L'aéroport de Londres se transforme périodiquement en terrain de sport, du moins chaque fois qu'une arrivée des Beatles est annoncée. C'est ce qui s'est produit récemment au retour d'Amérique du groupe dont la coiffure est aussi célèbre que les chansons. C'est à n'y pas croire et c'est pourtant vrai, vous ne rêvez pas. Mais dans tout cela, le business ne perd pas ses droits. Les Beatles, dont les disques ont déjà, paraît-il, réalisé 7 milliards d'anciens francs de chiffre d'affaires, sont en tout cas les seuls à l'heure actuelle à pouvoir s'offrir le luxe de provoquer autant d'évanouissements. Faute d'autre chose, c'est toujours un record. La boxe fait encore recette à Paris puisque les 4500 spectateurs qui ont assisté au combat Garcia-Laguma, et parmi eux Fernand Reynaud, ont laissé 10 millions d'anciens francs au guichet du Palais des Sports à la porte de Versailles. Garcia, que l'on reconnaît à sa ceinture blanche, a profité de ce match pour reconquérir le public parisien, un public qu'il avait grandement déçu lors de sa rencontre avec l'Américain Eddie Perkins. Il s'est fait tout pardonner devant le Panamien Laguma, mobile, rapide, puissant, Garcia a frisé l'exploit et on a bien cru à certains moments qu'il allait gagner avant la limite. Mais dans le sprint final, si l'on peut dire, Laguna a refait le chemin perdu, à ce point même qu'il a favorablement influencé les juges qui lui ont donné la victoire. Cependant, un match nul eût été plus équitable. Quand le patinage artistique devient spectacle, il s'appelle Holiday on Ice. La célèbre troupe américaine est revenue comme chaque année à Paris, où elle renoue avec sa tradition des costumes somptueux et des tableaux dignes des plus grandes revues.
Cette année, la troupe a annexé celui qui porta les couleurs françaises avec le succès que l'on sait au championnat du monde de ces dernières années, Alain Giletti. Les années passent, les étoiles du patinage artistique se succèdent et Holiday on Ice demeure fidèle à son passé. Le roi Paul de Grèce vient de mourir. La charge du royaume échoit à son fils, un jeune prince de 24 ans. Il n'y a pas si longtemps, le souverain qui vient de succomber avait célébré les fiançailles du prince héritier avec Anne-Marie de Danemark. La population grecque a ressenti profondément ce deuil qui frappe la famille royale. Elle l'a manifesté sur le passage de la voiture qui ramenait la dépouille mortelle du roi au palais royal d'Athènes. C'est là qu'immédiatement après la mort de son père, le prince Constantin avait prêté serment devant la famille royale, les membres du gouvernement et le Saint-Synode. C'est une responsabilité particulièrement lourde qui revient à Constantin II, à l'heure où la Grèce doit faire face à la crise chypriote. À Chypre, dans chaque village, l'alerte est devenue continuelle depuis la tragédie du marché de Ktima qui fit 7 morts et 35 blessés parmi les Cypriotes grecs. Les troupes anglaises sont impuissantes à maîtriser ces massacres et les ripostes qu'ils entraînent. En dépit des mesures d'apaisement qui ont permis la libération à Nicosie de 49 otages saisis par les Grecs, le docteur Kouchouk, le leader turc, réclame à Monseigneur Makarios 176 autres otages dont on n'a aucune nouvelle. De leur côté, les Turcs ont rendu les otages capturés à Ktima, mais la tension n'a pas diminué pour autant. En attendant les casques bleus de l'ONU, les quelques 5000 soldats anglais qui s'interposent entre les adversaires ont reçu des renforts qui restent cependant insuffisants. Et la présence de la flotte turque qui croise autour de l'île sous le prétexte de manœuvres souligne la gravité de la situation. Paris a reçu la visite du président de la République du Togo, qui est allé aux côtés du Premier ministre, M. Pompidou, s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. 13e chef d'État africain accueilli dans la capitale française, M. Grunitzky a exalté tout à la fois l'amitié et la coopération franco-togolaise. Dans toute la France, on a voté pour le renouvellement des conseillers généraux. Comme ici, c'est surtout dans le cercle des gens bien connus du canton qu'ils se recrutent. Le vétérinaire, le médecin, l'instituteur, un cultivateur du coin sont les candidats habituels. C'est qu'on recherche dans ces élections beaucoup plus des administrateurs valables que des hommes de parti. En effet, le conseiller général constitue surtout un administrateur des intérêts locaux, et c'est ce qui donne à ces élections un tour particulier. Cette fois, si le pourcentage des abstentions a dépassé les normes habituelles, les premiers résultats de ces élections donnent l'habituelle note de stabilité propre au cantonal. Sur 969 candidats réélus au premier tour, on compte 836 sortants. Stabilité est donc bien le mot qui convient. Et les cantonales ont une autre vertu, la lutte y est sans méchanceté. À Dallas, où il a fallu 14 jours d'audience pour parvenir à constituer le jury, le procès proprement dit de Jack Ruby a enfin commencé. Maître Belay, le défenseur de l'assassin d'Oswald, plaidera l'accès de folie passagère. Mais les journalistes du monde entier et les 12 jurés, 8 hommes et 4 femmes si laborieusement réunis, devront entendre les 25 témoins de l'accusation et les 50 à 75 témoins de la défense. Un minimum de 3 semaines. Inculpé de meurtre, Jack Ruby sauvera-t-il sa tête? Une femme a maintenant le sourire du bonheur. Madame Novak, qui depuis 3 ans soustrait aux recherches le petit Didier qu'elle adopta.
La Cour d'appel de Montpellier vient en effet de mettre un point final à une dramatique affaire qui dura 7 ans en lui confiant définitivement le petit Didier. Madame Novak, la Cour de Montpellier vient de confirmer votre adoption. Vous n'avez plus de crainte d'être séparée de Didier maintenant? Non, maintenant je suis tout à fait rassurée. Même si mes adversaires vous laissent pourvoir en cassation, je suis certaine du résultat. Ils confirmeraient la décision de la Cour d'appel de Montpellier. Pour tous les parents adoptifs, votre cas apporte un espoir nouveau. Effectivement, il y a une nouvelle loi qui a été votée, qui renforce, qui donne un peu plus de sécurité aux familles adoptives. Vous pensez reprendre maintenant Didier avec vous? Dès maintenant, je pourrais le reprendre. Seulement, je ne crois pas qu'il serait bon pour lui de l'enlever de l'institution où il se trouve déjà depuis presque 3 ans. Et je ne lui apprendrai pas brusquement que tout est terminé. Je lui dirai simplement, eh bien, l'année prochaine, je pense que tu viendras avec nous, que tu resteras avec maman. Et ce sera mieux pour lui, je crois. Épilogue à cette histoire déchirante, le petit Didier retrouvera donc bientôt celle qui prit soin de lui depuis sa naissance. Ainsi va le monde. Les Romains se sont taillés une réputation en construisant des routes dallées et nous voici à l'heure des autoroutes préfabriquées. On vient d'expérimenter en Allemagne ce nouveau système valable surtout pour les déviations. 4 pistes d'acier qui se posent par élément et dont le revêtement synthétique assure aux pneus une parfaite adhérence. Temps de pause, 60 mètres en 1 heure 5 minutes, soit 18 heures au kilomètre. Le style yéyé, qui a si bien réussi aux Beatles, a été adopté par la très stricte et très britannique armée du salut. C'est ce qu'on a pu constater avec autant de surprise que d'admiration dans les rues de Brixton. Même dans la nation réputée la plus traditionnaliste et la plus réservée, les membres de l'armée du salut n'en conservent pas moins un certain sens des réalités. Il faut bien vivre avec son temps. Au pied de l'acropole, malgré son ciel éclatant, Athènes est devenue une ville silencieuse. Une ville en deuil qui pleure son souverain et va lui rendre un dernier hommage. Dans la cathédrale, en présence de 9 rois, de 2 reines, de chefs d'État, de ministres, d'altesses et de 60 évêques de l'Église orthodoxe grecque, la reine Frédérica s'est inclinée une dernière fois pour un émouvant adieu devant le cercueil du roi Paul. Après elle, le nouveau roi Constantin II a refait le même geste. Près d'1 million de personnes attendaient à travers la ville l'instant de saluer la dépouille mortelle du roi que Constantin II et la reine Frédérica allaient accompagner jusqu'au parc Tatoï. Précédé de l'icône de Tinos que le souverain avait réclamée sur son lit de mort, le cercueil surmonté de la couronne et entouré des Evzones va maintenant traverser la ville. Un long cortège l'accompagne. À la suite du roi Constantin et de sa mère, les princes Pierre et Michel avec la princesse Sophie et son époux Don Juan d'Espagne. Puis les représentants des pays du monde entier. L'hommage du monde entier associé à l'hommage de l'immense foule d'Athènes. La bataille de Ctima, car Ctima fut le théâtre d'une véritable bataille, a engagé la situation à Chypre sur la voie de l'affrontement général des 2 communautés. À Ctima, des jours durant, la lutte a fait rage et les cypriotes grecs ont mis en œuvre leurs bulldozers transformés en chars d'assaut contre le quartier turc défendu pied à pied.
Les soldats britanniques ne réussissent pas toujours à s'interposer efficacement. L'affaire de Malia a montré la difficulté d'une telle entreprise. À Malia, près de Limassol, les troupes anglaises ont pu sauver de justesse un groupe de cypriotes turcs qui s'étaient réfugiés dans une école sur laquelle les partisans grecs tiraient au bazooka. Mais ce fut au prix d'un engagement avec les cypriotes grecs. Les Britanniques y ont laissé du matériel et ils n'ont pu obtenir le retour au calme qu'après avoir négocié la remise des armes des cypriotes turcs. Aux États-Unis, dans l'État de Vermont, 200 automobiles ont pris un bain glacé et forcé. Un dégel prématuré a provoqué la débâcle des rivières qui ont débordé, démantelant les ponts et emportant les voitures. Puis le froid a repris de plus belle et maintenant les 200 véhicules sont pris dans les glaces. Les sportifs bulgares, eux, se hâtent de profiter des derniers lacs gelés pour se livrer à leur plaisir favori. Tous les goûts sont dans la nature, et quoi que puissent en penser les spectateurs, rien ne vaut un bon bain de soleil sur la glace, paraît-il. C'est une tradition chaque soir chez le docteur Carlos Vives. Lorsque sa famille se décide à aller se coucher, M. Vives ne l'imite jamais. Le docteur Vives ne va jamais se coucher. Il pense que le sommeil est une chose inutile, car depuis 43 ans, il n'en a jamais éprouvé le besoin. Alors, il s'est organisé pour occuper tout ce temps que ses contemporains perdent à dormir. Par bonheur, M. Vives est décorateur, à moins qu'il ne le soit devenu pour rendre ses nuits rentables. Quoi qu'il en soit, tout le temps que les veilleurs de nuit passent à surveiller les entreprises inactives, M. Vives, lui, augmente sa production. Et depuis 43 ans, on peut imaginer qu'il y a trouvé son compte. 43 ans que la lumière de son bureau reste allumée chaque nuit. Nous ne pouvons vous donner la suite de ce reportage, car à 8h30, notre caméraman avait sombré dans un profond sommeil. Désespérant de pouvoir trouver à se garer au cœur d'Amsterdam, qui est comme Paris une ville fort embouteillée, un automobiliste astucieux a choisi de laisser chaque matin sa voiture aux portes de la ville. Après s'être tranquillement rangé, il ouvre sa malle et en sort un instrument qui peut en quelques secondes devenir un authentique vélo. Moyen idéal, on en conviendra, pour se déplacer et se garer partout. Il fallait être hollandais, car le hollandais possède à un très haut degré l'amour de la bicyclette, pour trouver cette solution géniale au problème du stationnement. Qu'en pensent les Parisiens ? Non loin de Notre-Dame, mais sur la rive gauche, la rive intellectuelle, tassé autour de l'église Saint-Séverin, l'antique église de l'université, un des derniers îlots du Paris du Moyen-Âge a résisté. Plus pour longtemps sans doute. Mais tel qu'il est encore, avec ses maisons vétustes qui ont souvent besoin d'être aidées pour rester debout, avec aussi ses souvenirs de Villon, de Corneille, de Verlaine, le quartier Saint-Séverin est devenu, après Montparnasse, après Saint-Germain-des-Prés, le quartier à la mode. La rue de la Huchette, où Bonaparte habita, constitue en quelque sorte l'artère principale de ce quartier cher à Huysmans et toujours doux au cœur des clochards. Il y a là d'étonnantes échoppes, comme l'épicerie d'Ali Baba qui ne vole pas son nom. Au demeurant, on trouve ici ou là un peu de tout. Et l'on ne s'étonnera pas de pouvoir acheter n'importe quoi à la boulangerie, sauf du pain. Mais c'est la nuit que la vie commence. Il naît à peu près ici un restaurant chinois tous les 3 jours. Ionesco continue de mobiliser l'affiche du petit théâtre où la même troupe le révéla voici 8 ans.
Dans les rues étroites, les voitures de luxe occupent la moindre place disponible car les boîtes sont nombreuses. Ici, c'est le pianiste noir Memphis Slim qui officie pour les amateurs de jazz. À l'étage en dessous, c'est une troupe qui dévoile au public curieux et avide de révolution sans danger un théâtre d'extrême avant-garde. Ailleurs, c'est l'exotisme des dîners au son des balalaïkas. Vodka et caviar d'un côté, soupe et quignon de pain de l'autre, c'est l'image même du quartier Saint-Séverin. Quartier cosmopolite aussi. Dans cet îlot du vieux Paris, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique se retrouvent. À l'endroit même où furent logés au XVIe siècle les ambassadeurs du Pacha d'Alger, se déroulent chaque nuit les rites des danses orientales. Quant aux jeunes, ils ont ici leur caveau déjà ouvert au temps de la Révolution. Et là, toute une jeunesse résolument New Orleans retrouve la danse et l'amour sous les yeux imperturbables de Saint-Séverin. Aux côtés du président Lopez Mateos, le général de Gaulle a reçu de Mexico un accueil dont l'enthousiasme, quand on ne l'évaluerait qu'au nombre de tonnes de confettis répandues, ne laisse pas d'être impressionnant. Symbole même de cet accueil, le président de la République, premier chef de l'État français venu en visite officielle en Amérique centrale, a reçu le diplôme d'honneur de la capitale mexicaine et les clés de la ville. Nous savons avec quel courage vous avez conquis et maintenu votre indépendance, avait dit le général de Gaulle. Et c'est dans l'écho de ces paroles qu'il est allé fleurir la colonne de l'indépendance et qu'ensuite, il a reçu l'hommage des chambres réunies du Parlement mexicain devant lesquelles il devait évoquer la coopération France-Amérique latine. Avec la visite au lycée franco-mexicain, puis la visite à l'université, c'est dans un contact avec la jeunesse que devait s'achever le séjour du général de Gaulle au Mexique. Et ce n'est pas là que les services de sécurité eurent le moins de mal à le dégager de l'enthousiasme ambiant. Mais le chef de l'État ne devait pas encore quitter le Nouveau Monde. La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, 3 départements français d'outre-mer accueillaient le général de Gaulle. À Pointe-à-Pitre, son premier geste le conduisit devant le monument aux morts. À ces foules partout chaleureuses, le général de Gaulle a défini le sens de son voyage en Amérique. Nous ne cherchons ni à dominer, ni à troubler le jeu de personne. Nous voulons être la France avec son génie, sa vocation et sa politique. Le contingent canadien de bérets bleus s'est installé à Chypre au camp d'Élisabeth. La force internationale comprendra 7000 hommes. Ce jour-là, à Chypre, c'était la trêve. À Nicosie, dans la ville grecque, on assistait au va-et-vient de la vie quotidienne. Ce calme ne saurait faire oublier l'existence du No Man's Land, cette ligne verte de l'autre côté de laquelle vit, à l'ombre de la statue d'Atatürk, derrière ses barbelés, la communauté turque. Ici encore le calme au milieu des gestes quotidiens. Mais chaque communauté envisage différemment la mission des bérets bleus et le moindre incident peut rallumer la guerre. On imagine qu'en Israël, le soleil brille sans cesse. Mais pour une fois, une pluie battante et un brouillard épais ont failli stopper la traditionnelle marche des jeunes volontaires sur Jérusalem. La manifestation s'est déroulée comme tous les ans sous le signe de l'enthousiasme et de la bonne humeur. En dépit des intempéries, les volontaires, militaires et civils, ont parcouru 120 km en 4 jours.
La tempête qui soufflait sur les collines au nord de Los Angeles a transformé un feu de broussailles en un gigantesque incendie qui rappelle le désastre de 1961 au cours duquel 500 maisons du quartier résidentiel avaient été la proie des flammes. 1 millier d'hommes a lutté contre le sinistre. 55 villas ou bungalows ont été calcinés, 5000 hectares de forêt consumés. Nouvelle calamité, la pluie menace maintenant les habitants de Los Angeles. Les collines gorgées d'eau risquent de s'effondrer, entraînant vers la ville un immense fleuve de boue. Entre la Suisse et l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard qu'avaient franchi les éléphants d'Hannibal restait impraticable tout l'hiver pour les automobiles. Le nouveau tunnel routier de 5 km 800 vient de supprimer un handicap sérieux pour le tourisme. Percé à 1875 mètres d'altitude, le tunnel du Grand Saint-Bernard met Lausanne à 263 km de Turin en toute saison. Quand le tunnel du Mont-Blanc sera ouvert à son tour, on peut dire que les Alpes n'existeront plus, ou peu s'en faut. Un nouveau sous-marin vient d'être lancé à Cherbourg. Le Gymnote, long fuseau noir de 84 mètres et de 3800 tonnes, est le 73e sous-marin construit par l'arsenal du Cotentin. Mais il est le premier sous-marin expérimental lance-fusée de la marine française. Sous les parapluies de Cherbourg, c'est la préfiguration d'une marine atomique que la foule a eue sous les yeux. Orly. Un avion vient de se poser, les passagers en descendent. Tout ceci est parfaitement naturel. C'est elle qui nous inquiète. Cette hôtesse de l'air fait partie d'une race de femmes qui est née sournoisement. Les jeunes filles en uniforme. Regardez bien. Une femme en uniforme conduisant sa voiture. Et pour aller où? À une réunion de femmes discutant de leurs problèmes. Croyez-nous, il est temps pour nous, les hommes, de réagir. Cette scène douloureuse a lieu en Pologne. Elles font leur service militaire. Non mais regardez ces visages fermés, cet alignement impeccable. Oh, elles connaissent à fond le maniement de leurs appareils de transmission. Et on en grille une entre copains dans la cour de la caserne. Après la revue de détail, elles vont profiter d'une perme bien méritée. C'est terrifiant, non? Mais je ne rêve pas. Le caporal a des talons aiguilles. Un reste de féminité pointerait-il sous la capote? Le sergent-chef pousse un landau, tandis que les deuxièmes classes vont faire le marché. Mais oui, c'est merveilleux! Il est un pays, cependant, qui nous angoisse, c'est Israël. Toutes ces radieuses jeunes femmes sont destinées à devenir des policiers. Et elles s'y préparent avec passion. Leur seule coquetterie est dans la taille de leur matraque. Dans leur nœud de cravate aussi. Cette exquise jeune fille est le plus farouche Pandore de tout le Moyen-Orient. Tous les automobilistes la redoutent car Sarah, surnommée la terreur de Tel Aviv, ne connaît ni parents ni amis lorsqu'elle est en service. L'application stricte du règlement est son seul péché mignon et personne ne fait le poids. Ah non, il vaut mieux changer de continent. Nous sommes à Cuba. Ici, les jeunes filles en uniforme s'appellent Dolores, Maria, Concepcion, Inés. Leur seul but, sauter en parachute. Sauter sans arrêt, du plus haut possible, en ouvrant son parachute au tout dernier moment. Des anges de féminité, quoi. Avant le signal, elles papotent néanmoins. Et elles nous font une bonne surprise, alors que l'on n'y croyait plus. Comme votre poudrier, votre rouge à lèvres nous font chaud au cœur. Ah, merci Dolores, merci Maria, merci Concepcion, merci Inès. Oh, maintenant vous pouvez faire n'importe quoi. Maintenant, mesdemoiselles, quelle que soit votre nationalité, que vous soyez hôtesse, sergent, parachutiste ou policier, nous sommes rassurés. Dès que vous vous retrouvez seules, vous redevenez des jeunes filles comme les autres. Des jeunes filles sans uniforme.